Les rivières en bonne santé sont des écosystèmes hautement diversifiés. De multiples éléments y génèrent une foule d'habitats qui permet le développement équilibré d'une faune et d'une flore très riches. Dans une même rivière, l'eau ne s'écoule pas partout de la même façon. Des zones de rapides, souvent de faible profondeur, alternent avec des tronçons d'eau plus calmes et plus profonds. Les berges ainsi que la ripisylve, cette bande de végétation qui longe naturellement les cours d'eau, ont un rôle capital. Leur structure et leur composition influencent l'état de santé de l'écosystème aquatique tout entier. La présence de telle ou telle plante, de tel ou tel arbre à l'ombrage bienfaisant, l'existence de sous-berges profondes, de petites plages de galets, sont des éléments qui contribuent à la richesse et au bon fonctionnement de la rivière. L'exemple des saules, des frênes et des aulnes, arbres typiques du bord de l'eau, est remarquable. Les développements tentaculaires de leurs racines constituent de véritables remparts naturels contre l'érosion des berges et offrent par la même occasion mille et une cachettes au peuple des rivières. La valeur biologique de ces milieux est inestimable. Les herbiers sont à la fois des zones de refuge efficaces et des sources de nourriture appréciables. Ils sont également utilisés comme support de ponte par plusieurs espèces de poissons et d'invertébrés. On a parfois peine à imaginer la quantité invraisemblable de petites bestioles qui vit discrètement cachées dans le fond des rivières, et encore plus à se représenter l'importance de ces macro-invertébrés pour la vie d'un cours d'eau. Les lamproies marines, comme les fluviatiles, sont des poissons migrateurs. Les lamproies ne sont pas des poissons au sens strict du terme. Elles auraient existé bien avant les poissons et a fortiori avant les dinosaures. Elles font partie d'un groupe de vertébrés très primitifs. Elles ne possèdent ni mâchoire, ni écailles, ni nageoire paire. On les appelle pour cette raison agnates ou cyclostomes. La grande innovation de ce groupe est sans aucun doute la formation de vertèbres calcifiées et d'un crâne. Les raisons qui pourraient expliquer l'apparition de ces os demeurent encore obscures.
Il ne fait sous aucun doute que le crâne et les vertèbres offrent une protection au cerveau et à la moelle épinière. La forme de leur corps ressemble étrangement à celle de l'anguille. Elles ont une sorte de bouche circulaire munie de dents fonctionnant comme une ventouse. Elles possèdent à la place des habituelles branchies chez les poissons 7 paires d'orifices respiratoires de chaque côté de la tête, chacun doté d'une poche branchiale en forme de sac. Une autre particularité est une petite ouverture située sur la tête, appelée narine céphalique. Cette narine n'ayant aucune communication avec la bouche. Elle communique avec des sacs olfactifs en relation avec l'encéphale. Les premières lamproies arrivées sur les frayères sont en général les mâles, reconnaissables entre autres par un bourrelet dorsal plus prononcé que chez les femelles. Il est appelé corde. Les truites de mer, après avoir acquis un taux de grossissement suffisant en mer du Nord et de la Manche, arriveront à maturité sexuelle. Elles rejoindront alors leur lieu de naissance, retrouvé grâce à des indices odorants, l'olfaction, qu'elles ont pris peu avant la smoltification. C'est donc là qu'elles se reproduiront. Leur capacité à remonter les rivières n'est pas unique chez ce poisson. D'autres espèces de migrateurs de Salmonidés anadromes le font également. C'est le cas du saumon. Elles colonisent alors les cours d'eau principaux, mais également les petits affluents, où elles trouvent généralement des conditions plus favorables pour la reproduction. Elles recherchent alors, à partir du mois de novembre jusqu'à décembre, des secteurs courants, relativement rapides et bien oxygénés, à petits galets, favorables à la reproduction. La femelle creuse une cuvette en forme de sillon au-dessus de laquelle elle va émettre ses ovules fécondés, comme il se doit, par la laitance des mâles. Les œufs sont ensuite recouverts de gravier. Les adultes quitteront immédiatement les zones de frai après la reproduction. L'incubation des œufs a lieu dans l'espace interstitiel des graviers et l'éclosion se passe au printemps, entre mars et avril. L'émergence des alevins survient après l'éclosion. Épuisés par cette reproduction, les géniteurs que l'on nomme maintenant ravalés entameront ce qu'on appelle la dévalaison, quittant donc les eaux douces progressivement vers les estuaires afin d'accumuler de nouveau les sels minéraux indispensables pour la vie marine et retourner dans les zones de grossissement, retrouvant leur robe argentée. Peu d'entre eux parviendront à regagner l'océan, environ 50%, mais leurs descendants sont là pour retrouver le cycle. À l'éclosion, les alevins vésiculés demeurent dans les frayères jusqu'à la résorption de leurs réserves vitellines. Au printemps, dès lors, les alevins émergent des zones de frayères et commencent à se nourrir de petites larves vivantes. En outre, la capacité en milieu salé n'est acquise qu'à l'âge adulte, à une saison bien définie au printemps. C'est la smoltification. Elle s'accompagne de changements physiologiques, physiques et comportementaux qui sont guidés par des circuits hormonaux. Ces circuits hormonaux sont stimulés par des conditions de température précises. Ces changements sont indispensables à la vie en mer. Malgré tant d'efforts, ces migrateurs, comme bien d'autres poissons, sont en voie de disparition depuis 1970. Les populations de saumons atlantiques et de truites de mer de la Manche ont diminué d'environ 70%. Un projet de recherche franco-britannique financé par l'Europe, le projet Ça marche, a débuté à l'automne pour une durée de 5 ans, afin de comprendre les raisons de ce déclin. Cela permettra notamment de réaliser une véritable cartographie génétique de la Manche à partir de l'analyse des prélèvements d'écailles, et donc de savoir
de quelle rivière anglaise ou française vient une truite de mer pêchée en Manche.